Bonsoir Pierre Noiza. Bonsoir Marco. J'avais quelques questions. On est donc au siège social de Paymium. Un petit point sur l'actualité Bitcoin et un point en France en même temps. Alors, première question, Paymium, c'est donc un changement de nom par rapport à Bitcoin Central. Et c'est pas qu'un simple changement de nom, puisqu'il y a des services qui sont regroupés et d'autres qui sont mis en place. Si on fait un petit point là-dessus. Oui, effectivement, on a changé de nom parce que Bitcoin Central, déjà, c'était pas avec un tiret au milieu, c'était pas forcément une URL idéale pour un site web, pour des tas de raisons. En plus, le fait d'être central quand on est Bitcoin, c'est un peu paradoxal finalement. Donc, on a trouvé que Paymium était un meilleur nom, tout simplement. On le savait depuis le début, je dirais, mais c'est toujours difficile de faire un changement de nom, comme tu sais. Pour des questions de référencement principalement, et puis finalement on l'a décidé, on l'a fait cette année. Et puis on a la première syllabe Pay qui signifie donc qu'on utilise le protocole de paiement, et là on est vraiment... Tout à fait, tu as tout à fait raison de souligner que c'est aussi plus cohérent avec notre stratégie qui est vraiment de pousser Bitcoin en tant que réseau de paiement, un nouveau réseau de paiement alternatif et finalement concurrent des réseaux traditionnels, notamment à base de cartes. Vous avez intégré 2 prestataires. Dernière nouvelle, c'est donc un commerçant de Champagne, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des clients en fait. Oui. Les commerçants sont un peu nos clients finalement, les e-commerçants. Oui. Et effectivement, le premier a été monchampagne.net, un peu notre bêta-testeur, notre client bêta. Donc. Et ensuite, on est passé à une phase plus industrielle avec showroomprivé.com, qui est un des plus grands sites e-commerce en France. Je crois qu'il est dans les 10 premiers sites e-commerce en France. C'est un très, très beau succès, un site en forte croissance qui en plus a une présence internationale. Donc ça, c'est très intéressant. Et tout va passer chez Paymium, même pour les oui, tout à fait. On est déjà déployé sur France, Hollande, Italie, Espagne, de mémoire. Entendu. D'accord. Alors, un service bancaire pour les commerçants, un concurrent aussi, parce que du coup, quand Coinbase arrive en France, déjà un gros portefeuille de commerçants pour lui, on peut envisager du coup que Paymium soit un peu plus intégré et qu'on puisse payer avec ses identifiants comme le fait Coinbase, c'est-à-dire qu'on n'a pas son wallet et puis on paye avec ses identifiants, c'est comme si on était... Alors, intégrer un wallet avec la solution d'acceptation, effectivement, on peut le faire quand on a un wallet très très développé. C'est un peu le modèle je dirais, de PayPal. Nous, on considère que le wallet Bitcoin doit rester décentralisé, si possible open source, comme avec Bread Wallet sur iPhone qu'on a vu sortir récemment. Et la gestion de ces Bitcoins, finalement, pour je dirais, le quotidien, c'est plutôt l'affaire d'un wallet autonome. Comme on a son cash dans son portefeuille, je dirais. C'est bien du cash électronique Bitcoin. Donc, utiliser un wallet, ce qu'on appelle un hosted wallet, c'est-à-dire un wallet hébergé sur un site, n'est pas forcément indispensable. La stratégie de Coinbase a été de commencer comme ça, de proposer ce wallet et de le développer sur les marchés américains qui s'y prêtaient. C'est vrai que nous, en Europe, on a plus un paysage plus décentralisé pour le wallet. Donc, on n'a pas aujourd'hui de logique d'intégration. Cependant, on développe aussi un wallet, comme a pu le faire certains de nos concurrents. Et on proposera peut-être des services un peu plus intégrés, comme tu dis, pour le shopping online à ce moment-là avec ce wallet. Mais franchement, notre solution, elle se veut complètement ouverte. Et je dirais que la force de Bitcoin, c'est justement qu'on peut payer avec n'importe quel wallet. Donc, pas créer de dépendance. La clé, c'est pas créer une dépendance entre la solution d'acceptation et le wallet, même si c'est tentant de le faire. Ce sera un wallet décentralisé aussi, donc il sera sur une base open source sans doute déjà avec Bread Wallet par exemple sur l'iPhone. Donc sans doute sur une base open source comme celle-là et sans doute avec un nombre limité de features, je dirais, propriétaires. On pourrait imaginer une API qui vient chercher sur son compte Paymium et rajouter des bitcoins sur ce wallet. Alors oui, mais par un process bien, je dirais,
qui ne soit pas forcément temps réel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on maîtrise les questions de sécurité. Évidemment, si on peut taper directement de son téléphone mobile dans son compte en Bitcoin, chez nous, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que plutôt chez nous, le compte, il est très sécurisé. C'est une sorte de coffre-fort. Je rappelle qu'on met 99%, plus de 99% des Bitcoins chez nous sont en cold storage, c'est-à-dire sur des adresses offline, et pas sur des serveurs. En fait, les seuls Bitcoins qui transitent sur le serveur, c'est au moment du dépôt des Bitcoins. Donc ça représente moins de 1% en fait, des Bitcoins que nous avons en compte. Et donc il n'est pas question pour nous de rendre ces Bitcoins, je dirais, vulnérables en liant une application mobile à un compte Bitcoin. Ce sera donc un transfert classique de son compte Premium vers un wallet. Il se trouve que ça peut être un wallet Premium, mais voilà, il n'y aura pas plus de lien que ça. D'accord, merci. Sur l'actualité, c'était MTGOX qui avait donc coulé. Il y a eu pas mal d'audits de différentes plateformes à ce sujet-là. Qu'en est-il de chez Premium? Est-ce qu'il y a eu un audit rendu public? Sur la solvabilité? Oui, ou est-ce qu'il se met en place? Alors sur la solvabilité, c'est effectivement une propriété très intéressante de Premium, c'est qu'on peut auditer, on peut rendre visible ses comptes finalement de manière anonyme. On peut anonymiser finalement sa base de données de compte de manière à ce que chacun soit protégé au niveau de ses données, mais que l'ensemble des clients puissent voir qu'il y a bien à un instant donné les fonds, ces fonds sont bien représentés dans le total des fonds affichés par Premium. Donc ça c'est un projet chez nous, je dirais de longue haleine, parce que ça paraît simple dans le principe, mais la réalisation est pas si simple, parce qu'il faut, si on veut la faire bien, c'est-à-dire si on veut la lier à un système de comptabilité en fait. Donc c'est pas juste donner une vue à un instant T, c'est plutôt avoir une vue quasiment temps réel et en lien avec la comptabilité de Premium derrière. Donc tout ça, c'est un projet assez lourd, en tout cas pour une relativement petite équipe comme la nôtre. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on veut le faire bien. Et je crois pouvoir dire que début 2015, on pourra donner à nos clients cette visibilité sur nos comptes de manière totalement transparente. Ce serait très intéressant, ce sera la première plateforme. Et on serait les premiers absolument à le faire de manière... Enfin, on sera les premiers à le faire comme on le fait. Vraiment, on sait. Ce serait très intéressant. Donc on a parlé d'une future application Premium, et puis comme prestataire de paiement au niveau d'une carte de crédit, puisque c'est un petit peu ce qui se fait en ce moment, il y a pas mal de services aux États-Unis qui le proposent. Pour Premium, ça serait aussi dans l'idée. Oui, la carte de crédit, c'est aussi quelque chose de très tentant pour accélérer, parce qu'on est tous tributaires des virements bancaires, donc qui prennent un jour, voire 2 jours, suivant un peu le bon vouloir des banques, il faut bien dire, pour des raisons qui s'expliquent par le fonctionnement du système bancaire. C'est pas particulier à une banque. Donc la carte de crédit est tentante, en même temps elle pose des problèmes de fraude qu'il faut maîtriser, parce qu'il y a effectivement plus de possibilités de frauder, donc on doit se protéger si on offre la possibilité d'alimenter son compte en euros. Le prestataire que nous sommes doit se protéger contre cette fraude, mais il y a des moyens de le faire, notamment avec ce qu'on appelle 3DS, le système qui permet d'envoyer un code au téléphone ou par mail au client pour l'authentifier. Donc ça sur le fait de pouvoir utiliser sa carte pour alimenter son compte, ça aussi c'est quelque chose qui est dans notre sur le gaz, je dirais, en préparation pour début 2015. Donc on l'annoncera en temps utile, tant qu'il n'y a pas de date précise, évidemment on ne préfère pas l'annoncer, mais c'est en préparation. Sur le fait d'être nous-mêmes émetteurs d'une carte, éventuellement, en fait, c'est plutôt notre partenaire bancaire qui serait l'émetteur de la carte, elle serait brandée, elle serait liée au compte Premium. C'est aussi en projet, mais là encore, sans doute pas avant 2015 pour pas mal de raisons. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que Visa Mastercard reste, je pense, fondamentalement hostile à la concurrence que représente Bitcoin. Je dirais que ça peut se comprendre, mais jusqu'à un certain point. Mais puisque si on a un compte en euros, à un moment, il faut pouvoir aussi normalement, on doit pouvoir émettre une carte sur ce compte en euros. Donc c'est ça qu'on met en place. C'est possible chez nous parce qu'on a justement un partenariat avec un établissement de paiement ou une banque
c'est pour ça qu'on peut le faire. Nos concurrents, par exemple, à ma connaissance, ne sont pas en mesure de le faire aujourd'hui. Mais on observe ce qui se passe aussi à l'étranger, notamment en Asie, comme tu l'as évoqué. Parce que on est de toute façon dans un environnement réglementaire qui change, la position même de corporate, je dirais, de Visa, Mastercard peut changer. C'est le propre de ces systèmes centralisés, c'est qu'ils changent un peu de pouvoir. C'est eux qui changent la règle du jeu à leur guise, comme les conditions d'utilisation chez Apple ou chez d'autres. On peut imaginer aussi des changements par rapport à ce qui est en train d'instituer New York, puisque la BitLicense est assez contraignante. On peut penser que ça arrivera aussi en Europe à peu près de cette façon-là. Ça risque de changer des choses sur le processus de validation qui va être plus lourd pour vous, aussi des contraintes supplémentaires. Ça risque de ralentir, ou comment vous voyez les choses chez BMR? Alors, pour ce qui nous concerne, on est sûr que ça ne peut pas être plus lourd, en le sens qu'on fait déjà, le maximum. C'est comme ouvrir un peu un compte bancaire, un compte chez nous, puisqu'on est justement conforme à la régulation européenne déjà. On a un peu préempté justement cette problématique. Ceux qui ne le font pas, il faut savoir qu'ils peuvent être fermés du jour au lendemain. La banque peut dire non, vous n'êtes pas conforme à la réglementation européenne sur les services de paiement, donc on arrête de faire affaire avec vous. Et donc il est assez risqué à mon sens, il est risqué de déposer des euros chez certains de nos concurrents, voire à ma connaissance chez tous nos concurrents, puisqu'aucun en fait ne réalise la même conformité que nous. Donc je pense que tous les euros qui sont chez nos concurrents sont en risque, jusqu'à preuve du contraire. Et je crois pouvoir dire que chez nous, en tout cas, ce n'est pas le cas, puisqu'on fait tout ce que dit la régulation, et c'est un peu notre stratégie depuis le début en fait. Quand il y a un agrément qui vous est certifié en disant que vous êtes prestataire de paiement et donc la ligne est complète. Voilà, il n'y a pas. Enfin, c'est assez binaire dans ce domaine. On ne peut pas être à moitié conforme. Comme les Américains disent, on ne peut pas être à moitié enceinte. En matière de régulation, la conformité, elle est assez simple à établir. C'est notamment d'avoir un compte bancaire, de déposer ses fonds sur un compte bancaire qui est donc chez un établissement de paiement ou une banque, et non pas sur la plateforme qui appartient à la plateforme. Donc quand vous envoyez des fonds en euros chez nous, par exemple, ils n'arrivent pas sur un compte qui appartient à Paymium. On n'appartient pas à Paymium, on ne peut pas toucher à ces euros. Donc ça, c'est très important, parce que si ce n'est pas le cas sur une autre plateforme, ça veut dire que la plateforme n'est pas conforme, et donc elle peut être fermée du jour au lendemain. Donc on est très très vigilant par rapport à ça. C'est rassurant chez Paymium, parce que quoi qu'il arrive, ça nous coûte un petit peu ça coûte un peu de temps au moment d'ouverture du compte, mais c'est une sécurité après dans l'usage du compte. Oui, c'est vrai. On va parler plus personnellement du blog educat.fr. Personnellement, j'y vais régulièrement. Il y a que des bons chapitres, et du coup, ce qui m'avait particulièrement interpellé, c'est donc une application concrète en Bitcoin, et qu'on puisse faire qu'avec Bitcoin, parce qu'en premier, c'est d'abord un protocole, on peut y faire confiance, c'est la première fois qu'on peut faire confiance à quelque chose, et donc le site unchained.voting a été mis en place, et pour le moment, on peut organiser un vote entre amis dispersés sur la planète et avoir la confiance nécessaire. C'est une révolution. Absolument. On ne pouvait pas le faire avant. C'est une des révolutions que permet, une des évolutions majeures que permet Bitcoin, la technologie de blockchain, c'est qu'on a maintenant une base de données sécurisée, libre d'accès partout dans le monde, mais qu'on peut aussi auditer. Non seulement elle est sécurisée, mais on peut, je dirais, un an après encore, vérifier ce qui s'est passé. Et ça, c'est impossible avec les systèmes de vote électronique aujourd'hui, qui en gros, on fait confiance à un prestataire qui a une base de données, qui donne tous les outils de monitoring de cette base de données. Et avec Bitcoin, on peut laisser tomber la base de données, je dirais, propriétaire, et en faire, en pratique, dans l'application Unchained.voting, qui est déployé sur Unchained.voting, qui est en bêta, faut être clair. J'utilise la blockchain en fait pour répliquer la base de données propriétaire, parce qu'évidemment on n'a pas la notion de temps réel dans la blockchain. Alors, sur un vote, quand on inscrit son vote, mais forcément il faut bien qu'il atterrisse sur une base de données temps réel.
Donc la base de données je dirais, traditionnelle que j'ai mis en place pour un système de vote électronique, elle n'est finalement qu'une sorte de tampon, de buffer avant d'être répliqué sur la blockchain par des transactions, des micro-transactions Bitcoin. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut donc anonymiser ces transactions de manière relativement satisfaisante pour protéger évidemment l'anonymat des votes. Et on peut avoir, et du coup le fait de répliquer donc, dans la blockchain, on a cette notion de vérifiabilité des votes. Les différentes parties en présent, les différents candidats peuvent vérifier que les résultats affichés sont conformes à ce qu'il y a dans la blockchain. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Clairement, l'application qui est en ligne, elle n'est pas scalable encore, c'est une bêta. Ouais. Donc s'il s'agissait de millions de voteurs, d'électeurs, il y aurait du travail sur la scalabilité de la solution. Je pense qu'à ce moment-là, on s'orienterait peut-être vers une sidechain, une logique de sidechain, comme celle qui est... ça, c'est un projet que je suis de très près en ce moment, et d'ailleurs, il faut que je fasse un blog post là-dessus, parce que je pense que ça mérite. Et c'est le papier qui a été publié par Adam Back. Adam Back étant, comme tu sais, l'inventeur de Hashcash, qui est une des technologies clés de Bitcoin. C'est la proof of work, la fameuse proof of work de Bitcoin, la preuve de travail. C'est le protocole Hashcash qui a été inventé par Adam Back. Et Adam Back est un des signataires de ce papier sur les sidechains, qui explique comment en fait rendre Bitcoin scalable, c'est-à-dire donner la possibilité d'avoir des transactions qui se passent sur une chaîne parallèle finalement à Bitcoin, sans polluer la blockchain. Et l'avantage de la proposition qui est faite dans ce papier sur les sidechains, ce qu'on appelle les pegged sidechains, c'est que le cours des coins qui circulent sur cette sidechain est lié à des bitcoins. Donc il n'y a pas de problématique de valeur d'un altcoin qui est un vrai problème. Ça, c'est le premier avantage, parce que la valeur des altcoins, elle peut facilement tomber à zéro. On sait qu'un altcoin, c'est au niveau sécurité, très fragile. Donc je pense que les altcoins n'ont pas de viabilité hors ce peg avec la blockchain. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage, je dirais, avec un minage parallèle à celui de Bitcoin, puisque comme tu sais, si tu as deux chaînes qui sont minées, si elles ont, par exemple, admettons que Bitcoin, il y a une autre chaîne qui a la même puissance de calcul que Bitcoin, on n'aurait pas des chaînes qui sont 2 fois plus sûres, on aurait juste la même sécurité sur chacune des deux chaînes, alors que si on avait les ressources des deux chaînes qui étaient additionnées, évidemment, on aurait une chaîne 2 fois plus sûre. Donc, il y a un gaspillage c'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'infrastructure. Donc, ce problème de fragmentation de l'infrastructure qui est posé par les altcoins, il est résolu avec les sidechains, puisque finalement, elles n'ont plus besoin de créer de monnaie, ces sidechains, puisqu'elles émettent des coins uniquement backés par des bitcoins. Et temporairement, juste pour être utilisé. Alors, temporairement ou pas, parce que en fait, ces sidechains, dans ma compréhension de ce qu'elles pourraient être, là, il y a beaucoup de spéculation là-dessus, on peut avoir des visions différentes, mais elles seraient en fait plus ou moins effectivement centralisées ou dédiées à des usages précis, parce que du coup, elles peuvent être centralisées. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une sidechain, à partir du moment où sa valeur est backée par des bitcoins, sa valeur n'est plus backée par la décentralisation. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que la valeur des bitcoins aujourd'hui, elle est liée à la décentralisation. Par contre, une sidechain qui utilise les bitcoins comme valeur, elle n'a pas besoin d'être décentralisée, puisque finalement, elle n'émet pas de coins. Donc, les coins sur cette chaîne peuvent circuler de manière centralisée sur des serveurs qui sont contrôlés par une organisation. Par exemple, les organisateurs d'une élection. Alors qu'il faudrait par contre contrôler, évidemment. Mais voilà, enfin tout ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais je pense qu'on peut imaginer aujourd'hui déjà que la technologie blockchain va pouvoir se déployer sur le vote électronique. Simplement, il y a, comme dans le domaine financier, le même travail d'éducation et de maturation du sujet qui n'a pas vraiment commencé en fait dans les cercles au niveau des élections. Ce qui peut commencer, la première étape pourrait être les élections professionnelles, aux élections au sein des associations. Donc nous, à l'association Bitcoin France, voilà, on a commencé à utiliser l'outil. Donc on a déjà
une sorte de premiers tests qui sont probants, hein, parce que c'est vrai que personne n'a contesté non plus le résultat des votes. En fait, l'intérêt de la vérifiabilité, c'est quand on a des élections à fort enjeu, avec des partis qui se méfient les uns des autres, ce qui est le cas par exemple des élections professionnelles, où on a par exemple des syndicats qui se méfient un peu des manipulations qui pourraient arriver. À partir d'un parti politique, ou alors des partis politiques. Mais là, on a un problème de scalabilité sur les élections à grande échelle nationale. Par contre, sur des élections locales, des élections notamment de conseils de quartier, qui concernent quelques milliers de personnes, on pourrait très bien le faire. Mais c'est vrai que les enjeux ne sont pas non plus énormes, donc les gens sont moins en demande finalement de vérifiabilité. C'est un sujet que tu vas parler à la conférence Inside Bitcoin, les sidechains oui, alors les sidechains, en fait, j'ai prévu d'en parler au meet-up, prochain meet-up. Alors je peux l'annoncer, ce sera chez Google, ce prochain meet-up. Ça c'est je ne crois pas que je l'ai annoncé encore, donc je suis content de le faire sur ton blog, Marco, parce que c'est une grande nouvelle que Google accepte un meet-up Bitcoin, et je crois que c'est la première fois, même au monde, qu'il y a une organisation Bitcoin France. Google ne parle pas beaucoup de Bitcoin. Il n'en parle pas beaucoup, donc c'est la première fois qu'il y a un meet-up, à ma connaissance, qui est organisé chez Google. Et c'est bien que ce soit à Paris, enfin j'en suis assez fier que ce soit à Paris, et c'est grâce à mon ami Aurélien Géron chez Google qui m'a aidé qui a fait le travail, je dirais, en interne pour que ça puisse arriver. Donc c'est lui qu'on doit remercier. C'est une très bonne nouvelle. Donc je parlerai des sidechains chez Google, et par contre le programme n'est pas finalisé, il y aura d'autres sujets évidemment. Sur les missions de l'association Bitcoin France, puisqu'il y a eu un report de la dernière conférence début 2015, quelles sont les missions qui vont être réalisées de l'association Bitcoin? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que c'est à travers la communication des différents entrepreneurs qui... En fait, c'est une association qui a assez peu de moyens aujourd'hui, il faut être clair. Hein. Ce sont des entrepreneurs, comme tu dis. Donc, les entrepreneurs, ils ont déjà la problématique de financer leur propre business. Donc, financer une association, a priori, c'est pas ce que peut faire une start-up. Hein. Les associations, en général, sont financées soit par un nombre de membres assez considérable, soit par des grosses entreprises. Et aujourd'hui, il n'y a pas de grosses entreprises dans l'association, donc elle a des petits moyens. Après, sur les autres missions, je pense qu'organiser une conférence et organiser des rencontres régulières pour une association, c'est déjà pas mal. Je pense que ce sera une première réussite, hein, si l'association réussit ça sur sa première année. Donc on en est là. On a été, je dirais, dans les mois qui viennent de s'écouler, dans la mise en place un petit peu de l'association. Même au niveau de son board, puisqu'il y a 3 nouveaux membres qui sont arrivés. Qui sont aussi sur le site de l'association, parce que je n'en ai pas vu de nouveau. Alors je ne sais pas si le site a été mis à jour dans ce sens, mais effectivement ce serait bon qu'on communique peut-être là-dessus. C'est vrai que la conférence était là pour permettre aussi à l'association peut-être de s'exprimer un petit peu. Mais bon, tout ça va se mettre en place. Je reconnais que ce n'est pas aujourd'hui extrêmement fluide, mais c'est lié, je pense, essentiellement au manque de moyens, pas à la volonté, c'est pas lié en tout cas à la volonté des gens dans l'association de faire de la rétention d'informations. Non, bien sûr. Et ce que je me rends compte surtout, c'est qu'on assiste à un phénomène baissier de Bitcoin depuis déjà une dizaine de mois. Et ça, c'est pas un enthousiasme qui permet de vendre le projet Bitcoin non plus. On sent un peu dans la communauté. Voilà, c'est pas. Alors l'évolution du cours, elle est scalée, mais c'est assez logique dans toutes les courbes d'apprentissage d'une technologie de passer par cette phase de hype, hein, après il y a on redescend, voilà, et puis on remonte après, mais plus doucement, donc de manière plus régulière, mais plus stable. Et je pense qu'on va être dans cette phase-là en 2015. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu en attente. Quand on est en attente, les technologies, elles ont besoin, les nouvelles technologies pour avancer, elles ont besoin effectivement de cet effet d'entraînement. Donc il faut des annonces régulières, etc. Et là, je pense qu'on est plus en phase de construction d'infrastructures et de services que en phase d'annonces. Les gens sont un peu revenus par rapport à des annonces qui ont été un peu
surexploité. Oui. Nous, par exemple, on fait très peu d'annonces. Je pense que l'annonce de showroomprivé.com était un peu la grande annonce de 2014. On en aura peut-être une avant la fin de l'année quand même, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Oui. Mais voilà, donc je pense que tous les services qu'on voit se développer vont prendre leur essor en 2015, donc on devrait voir la courbe remonter en 2015, mais j'espère plus doucement qu'en fin 2013, début 2014, où on a eu vraiment un effet de hype sur fin 2013. Je pense que fin 2014, on ne verra pas ce même effet. J'espère en tout cas, parce que c'est pas forcément la meilleure façon de se développer. Oui, c'est un peu en dents de scie, mais bon, c'est le phénomène boursier aussi qui veut ça, parce qu'il y a de l'euphorie, et puis... Oui, c'est ça. Et donc, on ne peut pas avoir quelque chose de l'idéal sur une ligne droite. Mais... Oui, mais ça n'existe pas dans les nouvelles technologies. Il y a toujours de la volatilité. Quand on évoque la volatilité de Bitcoin, je demande aux gens de regarder la courbe de l'action Twitter ou la courbe de l'action Facebook, et on voit que ça fait le yo-yo aussi. Donc, et l'euro le fait aussi, puisqu'on a perdu 10%. Alors l'euro, j'en parle pas, je préfère pas en parler. Non, mais si on veut comparer, on se situe dans quelque chose de linéaire, alors qu'on ne l'aime même pas en euros. Absolument, absolument. Et la spéculation est un phénomène naturel. Je rappelle, c'est un phénomène naturel comme un peu la pluie et le beau temps, et que c'est certainement pas les actifs qui sont objets de la spéculation qui sont en cause. C'est les personnes. C'est la psychologie, c'est l'information, c'est les circuits d'information. Bon, tout ça est difficile à maîtriser en tout cas, et je pense surtout pour une petite capitalisation comme Bitcoin, qui est encore, même comparé à Facebook, qui est encore très, très petit. J'ai envie de dire, par rapport à la plupart des grandes valeurs technologiques, Bitcoin est encore une valeur technologique moyenne. Parce que là aussi, c'est la première fois où on peut avoir une partie d'un protocole. C'est-à-dire qu'on achète des bitcoins, on achète pour moi des parts d'une entreprise qui s'appellerait... D'un réseau, oui, d'un réseau. Moi je dis c'est un peu des parts du réseau. Ouais. Alors, quand on me dit ça, on me dit oui, mais bon, une action, c'est pas vraiment une action. En fait, une action, c'est quoi? C'est une part des bénéfices futurs d'une entreprise. Hein, c'est ça la définition. Donc, on a une part des bénéfices futurs. Dans le cas de Bitcoin, quand j'achète un Bitcoin, j'ai une part du bénéfice d'usage du réseau, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est un bénéfice présent. Et pas un bénéfice futur. Donc la logique effectivement par rapport à une action est un peu différente, mais c'est qu'une question de projection. Donc c'est vraiment un hybride, c'est intéressant parce que c'est vraiment un hybride Bitcoin, et ça se rapproche pour moi quand même, comme tu dis, assez fort d'une part dans un actif qui est le réseau. Et après, le gros avantage, c'est qu'on peut l'utiliser facilement. Donc, c'est ce qui fait principalement sa valeur. Alors voilà, par rapport à une action, c'est beaucoup plus liquide, et surtout, c'est sécable à l'infini. Donc, alors qu'une action, si une action à 500 €, on hésite avant de s'en séparer. Comparer Bitcoin à des vulgaires billes, c'est pas tout à fait vrai. C'est des billes qui valent un peu. Non, il y a un collatéral. Quand on dit que les gens disent c'est virtuel, il n'y a pas de collatéral, bien sûr qu'il y a un collatéral, c'est l'infrastructure, c'est le réseau. Et le réseau, lui, est bien réel, il n'est pas du tout virtuel. Enfin, de toute façon, le mot virtuel appartient aux années 90. Hein, on parle que de numérique. Voilà, moi, je parle de numérique, et l'euro est aussi une monnaie numérique. Donc, c'est pour ça que le mot numérique ou virtuel n'a aucune pertinence. Ce qui est pertinent, c'est dire centralisé ou décentralisé, par contre. Pour terminer, un petit point sur l'actualité en France, sur le développement, mais au niveau plus général, en dehors de Paymium. Ça démarre très doucement. Je sais qu'au niveau des politiques, il y a des changements, puisqu'au niveau européen, il va peut-être y avoir des mises en place aussi, ce qui pourrait légitimer Bitcoin, pour l'instant, ce qui n'est pas le cas. On avance toujours dans ce niveau-là aussi. Peut-être il y a des discussions de l'association Bitcoin France avec certains politiques là-dessus. Les politiques, je pense, d'une manière générale, la réglementation a tendance à suivre la technologie plutôt que la précéder. Hein. Donc, il ne faut pas attendre qu'ils donnent une direction. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent en termes de régulation, notamment la directive sur les services de paiement qui me paraît tout à fait pertinente, telle qu'on l'interprète et telle qu'on l'applique en ce qui nous concerne. Donc, est-ce qu'il y a besoin de plus de régulation aujourd'hui? D'acceptation, on va dire. Oui, alors voilà, d'acceptation. Qui va avec la régulation. Je pense que, par exemple, les sidechains dont on parlait tout à l'heure vont permettre d'ouvrir un peu les yeux de certains responsables sur cette histoire de centralisation, décentralisation, hein, parce qu'en fait, en gros, vous allez voir
souvent ce qu'on a entendu quand on a commencé à parler de Bitcoin, c'est oui, mais alors est-ce que Amazon ne pourrait pas faire son propre coin? Enfin, les gens font toujours un retour à la centralisation en disant est-ce que oui, mais cette technologie décentralisée, est-ce que finalement on ne pourrait pas la recentraliser, etc. En fait, si. En fait, on a une infrastructure qui est clairement décentralisée, qui est Bitcoin, mais dessus, qui peut plus que le moins. Quand on est décentralisé, on peut faire des services centralisés. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on n'a pas d'un côté un système bancaire centralisé, d'un côté Bitcoin qui est décentralisé. On a entre les deux toutes sortes de services qui peuvent se construire, qui auront des caractéristiques de décentralisation ou de centralisation suivant l'application. Donc ça, je trouve ça très intéressant et c'est de nature à faciliter en fait l'adoption. Parce que ce qui fait peur, les gens qui aiment les systèmes centralisés, ce qui leur fait peur, c'est justement la décentralisation. Ils se rendent bien compte qu'il y a des avantages dans la technologie, notamment open source. C'est le problème de confiance, parce que voilà. il y a pas une personne qui... Donc je pense que les sidechains, pour moi, est un papier très très important, et à cause de ça, parce que ça éclaire le débat. Après, il faut le réaliser, parce que ça veut dire des wallets, donc qui sont capables de gérer le passage d'une chaîne à une autre, etc. J'avais imaginé que pour un concert, par exemple, on pourrait mettre justement une sidechain avec un certain nombre de places, et puis après des jetons représenteraient des places. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. On peut dire, mais à ce moment-là, il faut dire un jeton vaut X Bitcoin. Il faut dire que chaque place vaut, elle est en mise en vente pour tant de Bitcoin. Voilà. Et après, il peut y avoir un second marché où les places sont revendues. Et les transactions, effectivement, sur les billets à ce moment-là peuvent se passer effectivement en dehors de la blockchain, ne viennent pas polluer finalement la blockchain. C'est ça l'intérêt. Alors, pour des places de concert, je ne suis pas sûr. Moi, je pense surtout pour les microtransactions. En fait, sur les microtransactions, on a toujours dit que la blockchain n'était pas adaptée pour les microtransactions, ce qui n'est pas, à mon sens, pas exact, mais peu importe, ça pourrait permettre de faire beaucoup de microtransactions sans nécessairement qu'elles viennent s'inscrire dans la blockchain. Donc ça c'est intéressant. Et ça permet effectivement d'imaginer des coins liés à un contenu, par exemple un journal ou une chaîne de télé ou toutes sortes de choses. Donc ça permet le branding aussi. C'est assez important pour les marketeurs. Ça permet de mettre une marque sur un coin sans avoir toute la problématique de quelle est sa valeur, etc. Parce que si on met une marque sur quelque chose qui perd de la valeur, par exemple, c'est très problématique. Alors que si on dit finalement ces coins de telles marques qui sont backés de toute façon par des bitcoins, on n'a qu'à se soucier au moins de la valeur des bitcoins. On peut dire qu'elle va fluctuer, comme on le disait tout à l'heure, mais du coup la marque est décorrélée, la problématique du cours est un peu décorrélée de celle du coin en question. Donc ça offre des perspectives, ça permet à mon avis une pédagogie plus facile vers, alors comme tu disais, peut-être les politiques qui aiment par définition la centralisation, puisque les systèmes politiques sont centralisés aujourd'hui. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais aujourd'hui ils sont très très centralisés. Je pense que la prochaine génération, ta génération et celle des enfants, de nos enfants, verra des politiques beaucoup plus décentralisées, mais pour le moment en tout cas ils aiment la centralisation. Donc le fait d'avoir cette possibilité technologique de bénéficier des avantages des deux systèmes, moi je crois de toute façon à la coexistence de ces deux systèmes, eh bien c'est intéressant. Et c'est pareil pour les gens qui font du marketing d'une marque. Une marque, c'est un système centralisé, de la même façon. C'est comme un parti politique, c'est une marque, on peut dire aussi. Mais on aime aussi la centralisation, parce qu'on aime s'identifier. Voilà, alors, ça rassure. Il faut être clair, on a besoin des deux, en fait. Voilà, c'est comme partout. On appelle ça aussi l'image de la cathédrale et du bazar. Dans une ville, c'est bien qu'il y ait une cathédrale, c'est bien qu'il y ait un bazar. Parce que si on avait que la cathédrale ou que le bazar, la ville serait peut-être moins intéressante et moins... Et moins humaine finalement. D'accord. Merci pour ce point. Donc on se retrouve le 20 et 21 novembre pour la conférence Inside Bitcoin, avec plaisir. Puis le meet-up qui va suivre chez Google, grande annonce. Alors ça, la date, elle est sur le site Meetup, c'est le 11 décembre. Jeudi 11 décembre. Le lieu, par contre, je vais mettre l'adresse, je pense demain, je mettrai en ligne l'adresse de Google France à Paris. Merci pour ce rendez-vous chez Peniam et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.